Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Chaque mois, ce sont des millions de femmes qui vivent avec le syndrome prémenstruel. Alors aujourd'hui, c'est ce qui nous guetter avec nos invités. Le corps, le moral est en berne pour toutes ces femmes-là, les jeunes mais aussi les moins jeunes. Donc aujourd'hui, nous pourrons intéresser nous à ce sujet-là, nous pourrons causer le syndrome prémenstruel avec nos invités sur le plateau, la docteure Pooja Sibanti, qui est gynécologue et obstétricienne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Docteur, pour commencer, c'est quoi le syndrome prémenstruel? Alors, le syndrome prémenstruel, c'est un terme qu'on utilise pour décrire des symptômes émotionnels, physiques et aussi du comportement qui, normalement, typiquement arrivent 1 à 2 semaines avant que les périodes ne commencent et qui disparaissent avec l'arrivée des périodes. D'accord? Alors, les troubles émotionnels peuvent être de l'irritabilité, des mood swings, difficultés à dormir. Physiques peuvent être des maux de tête, des douleurs à la poitrine, des ballonnements, du comportement, on est plus anxieuse, on est un peu des symptômes de désespoir. Alors tout ça, ça arrive 1 à 2 semaines avant et typiquement, ça disparaît du moment qu'on a nos périodes. D'accord. Donc, c'est au moment et très souvent, comme on bien explique-nous, donc avant et après qui une madame, les pour se règle, c'est comme ça qu'il nous dit ça. Donc, est-ce qu'il est important, docteur, qui, sa madame-là, les prend compte de ces symptômes-là? Et apparemment, d'après la liste qu'il nous trouvait, il y a 150 symptômes. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, la littérature nous dit qu'il y a beaucoup plus de 150 symptômes, mais on peut les regrouper dans 5 différentes catégories. Alors, la première, c'est l'anxiété, c'est comme j'ai dit, l'irritabilité, les mood swings. Le deuxième, c'est des food cravings. Alors, on a envie de manger, nous avons envie de manger des affaires, nous avons plus faim. Troisième, la dépression, on se sent depressed, low. Quatrième, c'est des douleurs, des joints, des joint pains, des trucs physiques, assez physiques. Alors ça, se sont regroupés dans ces différentes catégories. D'accord. Donc, tout ça arrivé, ça veut dire, bon, effectivement, c'est un syndrome qui quand même, enfin, un symptôme plutôt, qui est quand même assez conséquent pour la vie des femmes en général. Alors, quel est le symptôme qui est plus sévère, docteur? Alors, normalement, ces symptômes sont assez mild dans la plupart des personnes. D'accord? Ça veut dire que vous êtes capable de fonctionner normalement, vous avez un peu d'irritabilité, des mood swings, mais c'est OK. On peut fonctionner normalement. Mais dans environ 3 à 8 % des dames, le syndrome devient assez problématique. Alors, ça commence par des sentiments de désespoir complet, des envies de pleurer à tout moment, des envies, on est très colérique. C'est-à-dire des mood swings qui sont assez graves. D'accord? Il y a des fois, il y a même des gens qui ont l'envie de se blesser, de se faire du mal. Alors, tout ça, ça peut devenir assez problématique. Alors, oui. Alors, pardon, docteur. Donc, est-ce que c'est nécessairement une madame qui a un problème, par exemple, comme là au Pédiano, un problème de dépression qui ressentit sa bonne affaire? Ou bien une madame qui est tout à fait, enfin, on me dire sur la santé mentale, OK, mais arrivé cette période-là, les gains, ça va une sensation. Non, c'est des personnes qui sont complètement normales. Alors, il n'y a pas de background de dépression, rien du tout. Alors, normalement, c'est comment je vais dire, des incohérences dans les hormones de la dame qui fait que certaines personnes sont plus sensibles à avoir ces problèmes. Alors, normalement, dans le corps, les dames ont l'estrogène et le progestérone qui sont... il y a des fois des débalancements dans ces hormones-là ou aussi dans la sérotonine. La sérotonine, c'est un feel-good hormone. Alors, il y a des gens qui ont un débalancement dans ces hormones-là. Alors, à ce moment-là, ils se sentent pas bien en eux-mêmes, d'accord? Et il y a des gens qui sont plus sensibles. Alors, ces personnes souffrent beaucoup plus de ces syndromes prémenstruels que d'autres personnes. Alors, il y a une école de pensée qui dit, docteur, que des fois, c'est dans la tête, ça. Ben, des gens disent, non, tu connais, tu es la fin du mois, tu ventre fait mal, c'est un petit peu normal. Enfin, normal en général. Ce n'est pas très, très sévère comme au Pédiano, mais il y a certaines écoles de pensée qui disent, non, c'est dans la tête.
Non, et c'est pour ça, nous, les médecins, pour faire un diagnostic, on dit souvent aux personnes de mettre tous leurs symptômes dans un carnet de symptômes, d'accord? Et d'emmener ça avec eux. Alors, ils notent tous les symptômes qu'ils ont, qui typiquement arrivent 1 à 2 semaines avant. Et à ce moment-là, une fois que les périodes commencent, ça s'arrête. Alors, on peut voir qu'à chaque période, il y a ces récurrents. Ça arrive à chaque fois et ça disparaît après. Alors, non, je ne pense pas vraiment que c'est seulement dans la tête. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles à ces problèmes qu'il faut commencer des médicaments. D'accord. Donc, médicaments, on est justement le traitement à la fin de l'émission. Alors, docteur, qu'est-ce qui cause ce genre de nous là, les hormones sont un petit peu pas balancées, comment on peut dire ça? Il y a un débalancement de hormones? Pas vraiment un débalancement, mais dans certaines personnes, c'est à cause des hormones, les fluctuations des hormones pendant le cycle menstruel. Alors, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à ces fluctuations des hormones. Alors, le progestérone, l'estrogène qui fluctuent pendant le cycle menstruel, pendant un certain moment, dans des personnes qui sont plus sensibles, ça amène à des symptômes beaucoup plus graves sur ces personnes. D'accord. Alors, est-ce que, justement, le syndrome prémenstruel, il y a un impact dans le quotidien de la vie des femmes? Oui, comme j'ai dit, la plupart des personnes vont pouvoir manager, faire toutes leurs affaires normalement, va au travail, à l'école, faire tous leurs trucs à la normale. Mais malheureusement, une certaine partie de ces personnes vont trouver que c'est impossible de vivre normalement. Une semaine avant que les périodes ne commencent, on commence à s'absenter de l'école, s'absenter du travail, tellement que les symptômes deviennent problématiques. Alors, c'est pour ces personnes-là que, justement, on doit trouver une solution. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a maintenant le congé menstruel qui est Oui. qui est capable d'aider madame qui vraiment gagne douleur. Ça aussi, c'est important, docteur, de parler de ça. C'est assez tabou, mais surtout les filles, on les voit, elles sont très, comment on peut dire ça? Elles sont très concernées par cette douleur-là. Des fois, je vois quand même lever, Oui. je te courber sous la douleur. Donc, qu'est-ce qui explique ça, docteur? Non, c'est ça. Ça veut dire, normalement, c'est une bonne chose de voir un médecin. Ça veut dire de voir son médecin de famille qui peut leur diriger vers un gynécologue s'il le faut. Mais une fois qu'on a vu c'est quoi le problème, surtout si ça devient problématique, des filles ne peuvent pas fonctionner normalement, il y a des grosses douleurs, à ce moment-là, bien sûr, on doit trouver une solution pour elles. D'accord. Heureusement qu'il a des solutions, heureusement qu'il a le traitement. Docteur, justement, en parlant de syndrome prémenstruel, ça permet nous aussi de l'endométriose, qui est un autre problème de santé qui concerne même madame. Alors, c'est quoi? C'est un fibrome, ça? C'est quoi? Non, l'endométriose, c'est une inflammation. C'est quand ce lining à l'intérieur de l'utérus commence à pousser à l'extérieur, qui fait qu'il y a une inflammation à l'intérieur du ventre. D'accord? Alors, à ce moment-là, on peut commencer à développer des adhésions, des cystes sur les ovaires et beaucoup de douleurs. D'accord? Ça veut dire les personnes qui sont affectées de l'endométriose, souvent, ils ont des douleurs pendant les périodes, mais aussi autour du cycle, d'accord? Okay. Alors, ce n'est pas uniquement pendant les périodes, d'accord? Okay. Ça peut être pendant l'ovulation, ça peut être avant les périodes, ça peut être quand les périodes finissent. Alors, ça, c'est quelque chose d'un peu plus problématique. Et l'endométriose, docteur, c'est, comment on l'a entendu, c'est lourd de conséquences, c'est assez compliqué pour ces personnes-là. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'elles peuvent avoir une vie, on va dire, normale, entre guillemets? La plupart des personnes, oui. La plupart des personnes, oui, peuvent avoir une vie normale avec le traitement qu'il faut. D'accord? Ça veut dire, une fois qu'on commence un traitement qui est convenable pour la personne, oui, la plupart des personnes vont avoir une vie normale. Et elles peuvent avoir, elles peuvent concevoir, c'est-à-dire pendant la grossesse, est-ce qu'il faut une surveillance particulière? Non, une fois qu'on est tombé enceinte, ça peut être difficile de tomber enceinte avec de l'endométriose. Okay. Parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup d'adhésions où les cystes ont déjà endommagé les ovaires. Alors, ça peut être difficile de tomber enceinte. Mais une fois qu'on est tombé enceinte, normalement, il n'y a pas beaucoup de conséquences sur la grossesse. Et ça se passe bien. D'accord. Alors, tout ça, c'est un facteur, docteur, qui malheureusement impacté la vie de madame. Et quand on peut cause, justement, le syndrome prémenstruel, nous pas capable d'oublier, pour cause d'une autre période de la vie de madame,
c'est pendant la période de ménopause, docteur. Ça aussi, c'est un autre problème quand même assez lourd. Alors, comment ça se passe, sa transition-là, entre la vie reproductive et la ménopause? Comment ça se passe? Alors, c'est quoi la ménopause? La ménopause, c'est typiquement quand une cessation de période, c'est-à-dire on n'a plus de période pendant une période d'1 an ou plus, d'accord? C'est-à-dire, normalement, nous nés avec une corbeille d'œufs, d'accord? Alors, on produit des œufs tous les mois, mais à un moment, il n'y a plus d'œufs dans la corbeille, d'accord? Alors, c'est à ce moment-là qu'on fait la ménopause. D'accord. Alors, la ménopause, ça veut dire quand on n'ovule plus tous les mois, alors il y a une baisse d'estrogène drastique dans le corps. Alors, beaucoup de fois, on a des symptômes qui sont reliés à cette baisse d'estrogène. Alors, des hot flushes, des bouffées de chaleur, des insomnies. Beaucoup de personnes décrivent un brain fog, un cloud un peu flou, de l'irritabilité. Oublié, dis-moi là, oublié. Oui, c'est facile, on n'a pas la même concentration, un changement dans la peau, plus sec, plus ridé. Alors, il y a beaucoup de changements. Et tout ça, c'est à cause d'une baisse d'estrogène dans le corps. D'accord. Mais ça aussi, il y a des gens qui ont des symptômes qui sont assez problématiques et il y a des autres personnes que la ménopause se passe très, très bien et pas vraiment de symptômes. Alors, c'est ça. Alors, chaque personne a besoin d'un traitement qui est pour chaque personne d'un différent traitement. Personnalisé, vous voulez dire? Oui, personnalisé, exactement. OK. Et donc, encore une fois, là, en fait, comme nous guide bien, docteur, hein, tout ce que vous expliquez depuis le début, là, finalement, quelque part, il est là tout le temps dans la vie de bonne femme. En fait, déjà, il commence par syndrome prémenstruel. Après, s'il y a une complication d'endométriose, donc il est capable aussi d'avoir un petit problème. La ménopause en lui-même, c'est une autre étape, mais c'est une étape, entre guillemets, nous allons dire, enfin, pas entre guillemets, mais c'est une étape naturelle de la vie des femmes. C'est une étape naturelle, Nathalie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des dames vont passer par les syndromes prémenstruels qui sont assez mild et qui vont faire une ménopause qui est assez correcte. Mais il y a certaines personnes que ce sera difficile. Et ces personnes, c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir les aider à franchir ces étapes qui sont difficiles. D'accord. Et docteur, est-ce que vous, par exemple, dans votre cabinet, quand vous voyez ce genre de cas, est-ce que vous avez des traitements? Parce que c'est une question vraiment fondamentale. Que du monde envie connaît, d'accord, tout ça a existé, mais est-ce qu'il y a un traitement pour nous? Oui, il y a un traitement. Alors, normalement, si on parle du syndrome prémenstruel. D'accord. Alors, la première chose, comme j'ai dit, c'est une fluctuation des hormones à travers du cycle. Beaucoup de personnes trouvent qu'ils ont des douleurs. J'ai dit des douleurs, des maux de tête, des douleurs au niveau de la poitrine, des ballonnements, tout ça. Alors, la première chose qu'on dit tout le temps, c'est des lifestyle changes. Alors, des changements au niveau de la vie quotidienne de tous les jours. Alors, plus de sport, d'accord? On sait qu'on fait plus de sport, on produit plus des bonnes hormones, des feel-good hormones, la sérotonine. Alors, on se sent bien, on se sent un peu mieux. Manger correctement, éviter la caféine et les excès d'alcool, d'accord? Ça aide toujours, OK? Troisièmement, on dit aussi, c'est-à-dire des calmants, les painkillers, simples, qui sont disponibles dans la pharmacie. Le Doliprane, les ibuprofène, les médicaments comme ça peuvent aider pour les maux de tête et aussi les ballonnements, les douleurs au niveau du ventre. Après ça, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le calcium, la vitamine B6 et le magnésium peut aussi aider avec les troubles menstruels. Okay? Le magnésium peut diminuer l'anxiété, l'irritabilité. Le calcium pour les joints, ça peut diminuer les joint pains, tout ça. Alors, tout ça peut aider. Après, on trouve une autre catégorie de médicaments qui sont plus adaptés pour des gens qui ont beaucoup de problèmes, des troubles qui sont assez lourds. Oui. Alors, pour eux, il y a des fois, on commence la pilule contraceptive. Alors, on sait que tous ces problèmes sont liés au cycle menstruel, aux fluctuations des hormones. Alors, la pilule contraceptive, ça, quand on prend la pilule, ça veut dire qu'on n'a pas toutes ces fluctuations des hormones qui se passent. La personne n'ovule pas. On n'est pas en train d'ovuler. Alors, on n'est pas censé avoir tous ces problèmes qui est lié à l'ovulation. Alors, ça peut être un traitement pour des personnes qui ont beaucoup de symptômes problématiques. D'accord. Et en dernier lieu, on a aussi des gens qui sont très sévèrement
des sentiments de désespoir, des gens qui sont désespérés, depressed, tout ça. Alors, eux, il y a des antidépresseurs. Il y a des fois Carrément. qu'on doit prescrire. OK. Exactement. OK. Et vous dites pilule, docteur, pilule de contraception aux jeunes filles? Oui, beaucoup de fois, on utilise des pilules de contraception normalement, ce n'est pas une pilule seulement pour la contraception. On utilise la pilule dans beaucoup de différents scénarios. Il y a des gens qui ont des périodes très, très douloureuses, que ça devient tellement douloureuse que les jeunes filles, elles ne peuvent pas aller à l'école. Ouais. Tous les mois, on doit rater 2 ou 3 jours de scolarité et ce n'est pas normal. Il y a des gens qui ont des périodes abondantes, tellement abondantes que c'est difficile de pouvoir fonctionner normalement. Oui, oui. Alors, c'est pour régler un cycle, pour aussi empêcher des cysts ovariens. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont eu beaucoup d'opérations à chaque fois pour des cystes récurrentes. Alors là, oui, on commence la pilule. D'accord. Et vous voyez ça dans votre cabinet, des jeunes filles qui viennent parce que elles ont des problèmes justement de kystes et tout ça? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des petits... Les kystes, c'est seulement un problème quand ça devient une taille problématique. Ça cause des douleurs ou c'est d'une taille qui est grosse, d'accord? Alors là, ça devient un problème. Mais beaucoup de jeunes filles auront des petits kystes qui vont s'en aller par eux-mêmes. Ah bon? Oui. OK. Et pour la ménopause, docteur, ça c'est la grande question qui beaucoup de madame envie connaît. Pour la ménopause, est-ce qu'il y a un traitement? Il y a beaucoup de traitements pour la ménopause. Okay. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Mais à comprendre que, comme j'ai dit, la plupart des personnes vont faire une ménopause correcte, sans gros problème. D'accord. Les personnes qui sont sujettes à beaucoup de problèmes qui sont liés à la ménopause, là, il y a un traitement, le HRT, le Hormone Replacement Therapy, qui est c'est un médicament, vraiment, qu'on donne aux personnes qui ont vraiment besoin d'un médicament. Mais sinon, comme j'ai dit, on commence tout le temps par les lifestyle changes, les changements au niveau du quotidien. D'accord? Okay. Ça veut dire plus d'exercice, manger correctement, tous ces petits trucs avant qu'on commence les médicaments. Donc, vous-même, en tant que médecin, vous prescrire, par exemple, l'exercice maintenant? Il faut prescrire l'exercice. Je dois prescrire l'exercice, vous avez raison. Donc, oui. Vous nous dites que par rapport à la ménopause et la thérapie, docteur, est-ce qu'il y a un side effect? Tous les médicaments ont des side effects, mais il faut toujours pouvoir peser le pour et le contre, d'accord? Alors, si une personne vient me voir, elle me dit que les troubles qu'elle a sont terribles, elles ne peuvent plus vivre normalement, c'est difficile, le quotidien devient très, très, très difficile. Elle ne peut plus se réveiller, elle ne peut plus sortir du lit de la maison. À ce moment-là, oui, on a besoin de prendre un médicament. Alors, on va bien expliquer aux patientes c'est quoi les risques qui sont là. Et à ce moment-là, on va peser le pour et le contre. Et s'il y a la nécessité de commencer un médicament, on va le commencer à ce moment-là. D'accord. Et docteur, pendant, encore une fois, la santé reproductive des femmes, il y a aussi les fibromes qui font partie de la santé. Donc, est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous c'est quoi un fibrome et qui fait, madame, un fibrome? Alors, c'est quoi un fibrome? Un fibrome, en gros mot, c'est une grosseur qui peut apparaître à l'intérieur de l'utérus, dans le mur de l'utérus ou même à l'extérieur de l'utérus. Pourquoi à Maurice, on a beaucoup de fibromes? C'est héréditaire, génétique, d'accord? Alors, beaucoup de personnes vont trouver que dans la famille, les grands-parents, les œdémonines, c'est un fibrome. Alors, eux aussi, ils ont des fibromes. Dans notre catégorie de notre population, on est plus sujet à avoir ces problèmes. Il y a dans des autres parties du monde où c'est pas connu, les personnes n'ont pas vraiment de fibromes. Mais nous, on est plus sujet à avoir des fibromes. Donc ça, c'est, je veux dire, ce sont les causes, mais un fibrome, est-ce qu'il est capable, handicap la vie de madame, est-ce qu'il y a une douleur, qui ben symptômes, madame Bisaconé? Alors, les fibromes, ce qu'il faut savoir, c'est beaucoup de personnes peuvent avoir des petits fibromes. Alors, il y a des petits fibromes et il y a des fibromes qui sont très, très gros. Alors, ça dépend de la première chose, de la grosseur du fibrome. Si une personne a un petit fibrome de 1 à 2 cm, probablement qu'il n'y a pas de symptômes, quoi que ce soit. Alors, peut-être qu'il n'y a rien à faire avec ça. Mais il y a des gens qui ont des gros fibromes,
des gros fibromes qui peuvent causer des grosses douleurs, des grosses pertes de sang pendant nos périodes. On saigne abondamment et même au point de devenir anémique et de devoir mettre des transfusions de sang. Alors, ça peut être un problème très problématique. Donc, fibrome, ça peut être de petite taille, mais ça peut être aussi de gros fibromes. Et docteur, dans quel cas on recommande l'hystérectomie? Ça, l'hystérectomie, c'est un autre sujet, ça, c'est un complètement autre sujet. Ça veut dire un fibrome, en premier lieu, on doit savoir à quel point c'est en train d'affecter la santé de la dame. Alors, est-ce que ça a affecté lui? Qui fait l'hypobyzantie à fibrome-là? Est-ce qu'il y a une nécessité de retirer le fibrome? Ou est-ce que nous avons gardé là-bas, nous avons fait une follow-up, nous avons guetté s'il peut grandir, il peut grandir, il peut causer de symptômes ou pas? Mais l'hystérectomie, moi, je pense que tout le temps qu'il faut avoir essayé plein de petites choses et après, en haut de l'échelle, c'est l'hystérectomie. There's always un ladder. Il faut suivre step by step et à ce moment-là, s'il n'y a plus de solution, oui, on va vers l'hystérectomie. Mais ce n'est pas la première approche. Alors, l'hystérectomie, docteur, est-ce que vous avez dit qui était exactement? Une hystérectomie, ça veut dire il y a une hystérectomie, c'est on retire l'utérus. L'hystérectomie, c'est on retire l'utérus. Bien souvent, c'est accompagné avec quand on retire le col aussi. Alors, un total hystérectomie, c'est on retire le col ensemble avec l'utérus. Un subtotal hystérectomie, c'est quand on retire seulement l'utérus. Et docteur, encore une autre question avant la fin de l'émission. Donc, il y a aussi les ovaires qui très souvent capables. Il y a kyste, ou bien fibrome dans l'ovaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, les cystes, normalement, les fibromes sont dans l'utérus. Dans l'utérus, pas dans l'ovaire? Non, dans l'ovaire, c'est des kystes. Alors, dans les kystes, mais les kystes, comme j'ai dit, alors il y a des kystes qui sont simples. Alors, il n'y a rien à faire, ça va partir par eux-mêmes. Il y a des kystes qui sont hémorragiques, qui sont remplis de sang. D'accord. Alors, il y a des kystes qui sont des kystes des dermoïdes, on les appelle, qui peuvent contenir aussi des cheveux, des dents, des os. Alors, il y a différents types de kystes. Alors, dépendant du type de kyste que vous avez, à ce moment-là, on va décider du traitement qu'il faut. Alors, docteur, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Merci encore d'être venu sur le plateau. Donc, pour terminer, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme conseil pour avoir une vie reproductive saine? Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? Parce que là, on a parlé de syndrome prémenstruel, on a parlé aussi d'une autre étape de la vie, la ménopause, on a parlé de l'endométriose, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une vie saine? Je pense back to basics, d'accord? Ça veut dire, comme j'ai dit, hygiène alimentaire, des exercices. S'il y a un problème, allez voir son gynéco, son médecin de famille traitant tôt pour pouvoir identifier les risques et les problèmes tôt avant que ça devienne un gros problème. D'accord? Alors, à ce moment-là, une fois identifié, on peut faire le nécessaire. D'accord. Donc, depuis, ça veut dire, ce que vous voulez nous dire par là, c'est depuis tout petit, que ce soit les filles, mais les garçons aussi, on doit avoir une bonne hygiène de vie, il faut manger sain. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé nous le dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes. Il faut manger il faut surtout boire beaucoup d'eau. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, comme on dit à nous. Éviter l'alcool et la cigarette, docteur? Bien sûr. Éviter l'alcool, la cigarette, moins de caféine, de l'exercice, tout ça, ça apporte à quelque chose. Ça aide. OK, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur Pooja Sibarti. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. On vient répondre à toutes nos bonnes questions ici. Et ben voilà, donc merci en tout cas pour toutes ces explications. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.